que je me souvienne, j'ai aimé les histoires. J'aimais les entendre de la bouche de mon père, j'aimais lire des bandes dessinées avec lui, et j'ai adoré les premiers livres que j'ai lus. J'aimais aussi énormément les raconter par la suite, parfois en les enrichissant à ma sauce, en rajoutant un ou deux détails croustillants, une inflexion de scénario de mon cru, ou une fin différente. J'aimais autant découvrir une bonne histoire que la raconter. Une bonne histoire, je vous jure, c'est le bonheur, un bonheur simple. Dans le fond, je ne demande pas grand-chose de plus au cinéma. Une bonne histoire, bien racontée. Bonsoir, je suis le détective, et je suis très en retard. Aussi, je vous propose une rétrospective 2017 rapide pour dresser un bilan provisoire avant les blockbusters de fin d'année. Ce sera l'occasion de préparer un prochain épisode sur un sentiment général sur le cinéma et ma grande théorie en la matière, mais en attendant, 2017, à nous deux. J'ai connu un premier semestre décevant, et pour illustrer cette déception, retour rapide sur Ghost in the Shell, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, Pirates des Caraïbes 5, Wonder Woman. Et nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert. Ghost in the Shell. Dans un futur proche, la limite entre l'homme et la machine est de plus en plus floue à mesure que les gens sont augmentés par des implants cybernétiques et interconnectés via un gigantesque réseau. On suit une enquête de la section 9, spécialisée dans les crimes cybernétiques et dont le major est une femme au corps intégralement artificiel, configurée pour être une arme. Comme beaucoup, j'attendais de voir ce qu'allait donner le remake de Ghost in the Shell, car je suis un fan de l'anime d'origine. Et comme beaucoup, j'ai été déçu. Alors après, est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos de l'impossibilité de retrouver le frisson de l'œuvre d'origine ? Oh non. Le Ghost in the Shell de Robert Sanders est un mauvais remake, une mauvaise adaptation et un mauvais film. C'est un mauvais remake. Il pompe les moments de bravoure de l'anime de Mamoru Oshii, quasiment plan pour plan et sans le moindre recul, mais dans une histoire qui n'a plus rien à voir. C'est à peu près aussi honnête que de déchirer des pages de Victor Hugo, les intercaler dans 50 nuances degrés et essayer de nous faire croire que c'est un bon livre. C'est une mauvaise adaptation. Car, sous couvert de s'inspirer de multiples éléments dans les mangas du matériau de base et de proposer un scénario original, ce film ne fait qu'essayer de reconstituer celui de l'anime d'origine. Je sais que ça a l'air de contredire ce que j'ai dit juste avant, mais pas du tout. En fait, pour faire entrer de force les scènes cultes nécessaires à la promo du bousin, il fallait recréer une structure narrative suffisamment proche pour être un prétexte valable à les enchaîner. Et dans le même ordre. Donc, le scénario est différent, mais il essaie de coller au développement du scénario d'origine. C'est maladroit, bancal, et surtout, ça élimine tout effet de surprise tout en étant profondément décevant, car c'est un mauvais film. Les enjeux de Ghost in the Shell sont passés à la moulinette d'un verbiage insupportable, les acteurs répétant et répétant ad nauseam les postulats de base, réduits à une et une seule question, que reste-t-il d'humain au personnage de Scarlett Johansson ? Et de ressasser la question 200 fois tout au long du film. Ajoutez à ça le fait que les effets numériques sont loin d'être réussis, hormis 2 ou 3 scènes inspirées et objectivement belles, et on obtient un résultat très quelconque en lui-même. Ça aurait pu être un film moyen, à condition de sortir il y a quelques années et sans se réclamer de l'héritage de Ghost in the Shell. Aujourd'hui, objectivement, c'est un ratage. Le Roi Arthur. La légende arthurienne revue et corrigée par Guy Ritchie, du meurtre d'Uther Pendragon par le vil Vortigern, jusqu'à la vengeance d'Arthur et son avènement comme roi. Ça partait pourtant bien. Maxime, ici présent et qui avait vu le film avant moi, m'avait juste dit « Tu vas voir la scène d'ouverture, je ne t'en dis pas plus ». Et oui, j'ai adoré la scène d'ouverture. C'est démesuré, épique, tonitruant, décomplexé, ample, ambitieux, beau putain. Mais la suite du film se prend les pieds dans le tapis. Guy Ritchie fait de l'autocitation dans le meilleur des cas en mélangeant Sherlock Holmes et Snatch. Et dans le pire des cas, il filme sans passion des cinématiques de jeux vidéo qui baignent dans un noir numérique bien granuleux. L'histoire, les personnages, leur traitement perdent dès lors toute épaisseur et laissent avec un goût bien amer d'inachevé, surtout au regard du monument qu'aurait pu être l'Excalibur 2.0. Après tout, la démarche était intéressante. Elle consistait à tordre le cou à une version de la légende arthurienne que l'on considère comme canonique aujourd'hui, alors que c'est déjà un remaniement de légende plus ancienne,
réécrite au Moyen-Âge pour asseoir l'unité de l'Angleterre. Alors une relecture moderne, ça se tente, mais pour un résultat pareil, dommage. Bon, en même temps, on a déjà vu pire. I am Arthur of Camelot, and I command you now, all, to fight! Fight! Like you've never fought before! Never surrender! Never surrender! Fight! Moment cinématographique gênant. Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow s'est à nouveau mis à dos une terrible malédiction. Pif, paf, boum. Il s'en sortira toujours à temps. Vous savez ce qui est terrible? C'est que je savais déjà que ça allait être mauvais. Mais pas à ce point. Je ne vais pas revenir sur le film d'origine puis la trilogie que j'ai beaucoup aimé, estimant que ça se gâte vraiment sur le 4e épisode. Mais là, le film démarre déjà avec un grave défaut. La caractérisation déplorable de ses personnages. Le pire étant pour le personnage féminin, d'ailleurs je ne me souviens même pas de son nom et je crois que je vais juste l'appeler Elisabeth II, réduit à devoir déclamer un monologue pour présenter le peu de caractéristiques qui vont la définir pour tout le film. Salut, moi c'est la fille du film, je suis une scientifique forte et indépendante, bisous. Jack est lui-même une lamentable caricature de ce qu'il était dans les précédents films, et le reste du casting est à l'avenant, se réjouissant tout simplement de faire les pitres devant la caméra le temps de retrouvailles chaleureuses, mais bien vaines. Le coup de grâce est asséné par les développements du scénario, qui bute sur des incohérences internes tous les quarts d'heure et s'en sort sans prendre la peine de respecter sa propre structure. Pourquoi Salazar n'a pas été libéré lorsque le compas de Jack a été volé dans les précédents films? Pourquoi, si Salazar et ses hommes peuvent posséder les corps d'autres personnes pour échapper à leur malédiction, ils sont restés toutes ces années dans le triangle des Bermudes au lieu de profiter des équipages qui passaient par là pour s'échapper? Comment tu fais, lorsque tu es au niveau du sol, pour voir que des dessins gigantesques sur ce même sol représentent les constellations? Si le livre donné par Barbossa à sa fille n'était qu'un moyen de subsistance et qu'elle était censée le vendre, pourquoi s'en est-il tatoué la couverture sur le bras? Et d'où il l'a eu ce livre? Et bordel, on s'en fout joyeusement. Restent à mes yeux quelques scènes assez sympas, comme le braquage de la banque plutôt distrayant, et surtout la scène de la guillotine qui, avouons-le, est vraiment hurlée de rire. Mais est-ce que ça sauve le film? Oh non. Wonder Woman. Wonder Woman va combattre les nazis. Ah merde, déjà pris par Captain America. Bon, on va garder les Allemands, mais pendant la Première Guerre mondiale alors. Est-ce qu'on peut décemment dire du mal d'un film qui donne enfin un rôle de premier plan à un super-héros féminin? Non, ça compte pas. Ça non plus. Mais la réponse est donc malheureusement, et une fois de plus, oui. Bardé de bonnes intentions, Wonder Woman souffre d'un gros manque de personnalité. Basé comme n'importe quel film de super-héros sur son énième menace mondiale, il se résout au cours d'un dernier combat numérique dégueulasse. Je ne reviendrai pas davantage sur cette bouillie graphique que le fossoyeur de film a déjà bien analysé dans son retour sur le DC Extended Universe, mais difficile de faire l'impasse sur ce final sans saveur. Pour le reste, l'ensemble donne la désagréable sensation d'être un assemblage de plein de films préexistants. Et puis de trucs vraiment ridicules. Les signaux de fumée de Joe l'Indien, le sacrifice du capitaine Colgate, les Français et les Allemands qui se roulent des pelles à la fin du film. Je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas, mais moi ça me fait sortir du film à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. Et ça pose de sérieuses questions. Finalement, à quoi ça tient qu'une énormité au milieu d'un postulat lui-même déjà énorme passe ou ne passe pas? Épineuse question, sur laquelle nous reviendrons un jour. Promis. De façon assez surprenante, la majeure partie de mes déceptions cinématographiques se concentre dans le premier semestre. Et encore, je ne vous ai pas parlé de La La Land, dont les qualités artistiques ne sauvent pas une histoire qui finit en eau de boudin. Non mais franchement, comment vous voulez ressentir autre chose que de l'exaspération pour les personnages principaux à la fin? La Belle et la Bête, qui oscille entre l'inutile copier-coller et de très encombrants et très gênants rajouts au dessin animé de base. Logan, le film qui a été sponsorisé par le rayon boucherie de votre supermarché.
et la torture qu'a été Voyage of Time de Terrence Malick. Non, quand je vous dis que j'ai souffert, c'est vraiment que j'ai souffert. Mais tout n'est pas perdu. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour découvrir les films qui, selon moi, ont sauvé 2017.